Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Le président du Faso et le gouvernement ont visité ce matin le chantier de construction du barrage de Samandeni avant de tenir un conseil des ministres délocalisé pour se pencher sur de nombreux dossiers. Les organisations et centrales syndicales jugent satisfaisante la participation des travailleurs à la grève observée hier et aujourd'hui et espèrent que le gouvernement a reçu leur message 5 sur 5. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal de 20h. Le Conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui à Samandeni dans le Oué, mais avant de se retrouver pour examiner les dossiers inscrits à l'ordre du jour, le président du Faso et l'ensemble du gouvernement ont visité le site du barrage en construction, une sortie qui leur a permis de prendre le pouls des travaux et de s'imprégner des difficultés que rencontrent les chantiers. Reportage Karim Sissé. Démarrés officiellement en juin 2010, les travaux de construction du barrage de Samandeni devraient en principe prendre fin en juin 2014 avec sa mise en eau. Mais jusqu'à présent sur le terrain, les travaux se poursuivent. Ici, par exemple, au bloc de la centrale électrique et de vidange de fond, les ouvriers sont de plein pied au travail. Aujourd'hui, le taux d'exécution du béton est de 82% et celui de la fabrication et de l'installation des équipements hydroélectriques est estimé à 85%. Un peu plus loin, au niveau de la digue, les travaux sont à un stade avancé. Sur les 2766 mètres, 1800 mètres ont déjà été exécutés. Du haut de la digue, on a une vue panoramique sur le futur plan d'eau. Dans l'ensemble, le barrage a pris forme malgré quelques difficultés qui ont un peu retardé l'exécution des travaux. Effectivement, nous avions espéré terminer les travaux en juin 2014. Nous avons rencontré d'abord des problèmes techniques qui nous ont amenés à revoir la conception du barrage. Donc cela a rallongé le délai. Ensuite, il faut reconnaître qu'à un certain moment, nous avons eu des lenteurs dans le décaissement de certains paiements. Et ça a joué également sur le rythme du travail. C'est un projet hautement prioritaire pour l'État burkinabé et c'est ce qui justifie cette visite du président du Faso et de l'ensemble des membres du gouvernement. Nous sommes vraiment édifiés par ce que nous avons vu. Le coordonnateur nous a fait une démonstration ex-professo de tout le travail qui est conduit ici pour faire de ce projet un projet indispensable et déterminant pour le développement du Burkina Faso. De toutes les façons, vous-même, vous avez entendu ce que les experts ont dit. Le fait que le gouvernement se soit déplacé en personne pour venir ici encourager les populations donne véritablement un coup de fouet aux travaux et à la volonté, à leur détermination d'aller vite pour pouvoir finir le projet. Avant cette visite, la délégation a rencontré les membres du programme de développement intégré de la vallée de Samandeni P10 et les populations des villages affectés par la construction du barrage. Sur place, Michel Kafando a remis 9 moulins à 9 groupements féminins de la localité. Le barrage de Samandeni n'est pas encore plein à ras-bord, mais bientôt il fournira de l'eau aux populations de la région. L'eau potable et l'assainissement, défi du Comité national de pilotage du programme en eau potable et assainissement qui a tenu à Ouagadougou sa 21e session. Plusieurs rapports ont été examinés et adoptés par cette session. Reportage Yolande Lompo. Le programme national d'approvisionnement en eau potable et assainissement avait été adopté par le gouvernement burkinabé afin de réduire de moitié d'ici à 2015 la proportion de personnes en milieu urbain et rural n'ayant pas un accès adéquat à l'eau potable et à l'assainissement. 9 ans après sa mise en œuvre, les résultats restent mitigés en milieu rural. Vous savez que les OMD se terminent en 2015, donc cette année, alors qu'on avait visé justement l'atteinte de l'ensemble de nos objectifs en 2015. Mais il se trouve qu'à l'échéance de 2015, on n'aura pas atteint toutes les cibles. On a seulement atteint les cibles en eau potable en ce qui concerne en tout cas les villes, le milieu urbain. En matière d'assainissement, nous sommes très en retard. De 1%, 3%, on n'a pas beaucoup avancé. Ça coûte quand même un peu d'argent.
Pour relever les défis futurs du programme, les acteurs du domaine devront mieux s'impliquer. Et cette 21e session du Comité national de pilotage du projet leur donne la possibilité. Nous allons examiner, adopter l'ensemble des documents qui sont soumis, à savoir donc toutes les activités qu'on a eu à mener depuis la dernière session jusqu'à présent et projeter également un programme d'activité. Il est attendu de ces acteurs des propositions idoines pour mieux orienter les actions futures en vue de faire de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement une réalité au Burkina Faso. Fermons la parenthèse eau et retournons à Bobo-Dioulasso où le président du Faso et le premier ministre ont entamé dès hier soir la série de rencontres avec les forces vives du Houé. Les représentants des confessions religieuses ont ouvert le bal et ont été imprégnés des objectifs de la sortie de l'exécutif de la transition dans la région. Monseigneur Paul Ouedraogo, archevêque de Bobo-Dioulasso, revient sur la substance des échanges, propos recueillis par Ernest Kambiré. Ils tenaient aussi à venir pour cette mission. C'était l'occasion pour eux, c'était de venir saluer les gens de Bobo, de venir leur dire merci et aussi de leur dire qu'ils comptent sur les populations de Bobo pour soutenir la transition et montrer surtout aux populations aussi que Bobo a de l'importance pour eux. Et donc, ils ont délocalisé même le Conseil des ministres dans la zone pour avoir l'occasion de rencontrer beaucoup de gens, de visiter également un certain nombre de sites. Bon, bien sûr, la transition, elle est courte, ils n'ont que 8 mois, mais ils espèrent quand même pouvoir faire le maximum et redonner un peu confiance et beaucoup d'espérance aux gens de Bobo. Et nous, à notre tour, on leur a dit que notre prière et nos bénédictions les accompagnent pour que leur séjour à Bobo se déroule très bien, que leur travail soit fécond et qu'ils puissent réellement rencontrer les populations. Cette initiative, on en est heureux et je pense que ce que les gens veulent surtout sentir, c'est de sentir cette proximité, j'allais dire, de ceux qui nous gouvernent. Mais je pense qu'à ce niveau, l'initiative qu'ils viennent de prendre, elle est une très bonne initiative. Le président du Conseil national de transition a reçu aujourd'hui en audience 3 personnalités. Il s'agit du président du réseau africain de journalistes pour l'intégrité et la transparence, le directeur général de la SONABEL et le coordonnateur du collectif des professionnels de l'industrie du commerce et des services. Plusieurs centres d'intérêt ont marqué ces différentes rencontres. Reportage Yolande Lompo. Pourquoi doit-on continuer à accorder des exonérations partielles ou totales à des entreprises en production? Pour mieux cerner la problématique, le réseau africain de journalistes pour l'intégrité et la transparence avait diligenté une étude en 2014 sur le sujet. Structurée en 3 parties, les conclusions de l'étude sous forme de rapport sont désormais sur la table du Conseil national de transition. Nous voulons que le Burkina tire un meilleur profit de l'exploitation minière, qu'il y ait beaucoup plus de ressources pour le budget de l'État afin qu'on puisse faire les investissements nécessaires pour nous-mêmes et pour les générations futures. Cette année encore, les abonnés de la Société nationale d'électricité du Burkina devront faire face aux multiples délestages. Pour une synergie d'action dans la résolution de ces problèmes, le directeur général de la SONABEL, François de Sal-Ouedraogo, est allé expliquer la situation au président du CNT et solliciter son accompagnement. Nous allons en tout cas tout faire pour que cette période-là soit gérée le mieux possible. Nous avons aussi des mesures que nous sommes en train de mettre en place, comme demander à certains groupes clients qui ont les groupes secours qui peuvent satisfaire leurs besoins, de pouvoir s'effacer pendant les périodes difficiles. Le collectif des professionnels de l'industrie du commerce et des services des organes de la société civile pour une chambre de commerce assainie, quant à lui, est allé exprimer son mécontentement au président du CNT. Une demande de dissolution de la chambre consulaire et la mise en place d'un conseil transitoire élargi aux régions au niveau de la chambre de commerce sans issue favorable en serait la principale cause. Le monopole, que ce soit au niveau du sucre, du riz, des boissons, pensons qu'il serait nécessaire que ce monopole soit aboli pour que tous ceux qui veulent importer puissent l'importer librement et au bonheur des Burkinabés.
D'autre part, le président Chérif Sy a accordé ce matin un entretien à la présidente de la Chambre nationale des huissiers de justice du Burkina et le médiateur national de l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique. Un nouveau projet de loi régissant le corps des huissiers a été présenté par la présidente de la Chambre. De son côté, le médiateur national est venu parler avec le président du CNT d'une nouvelle initiative d'appui aux réformes politiques et institutionnelles au Burkina. Politique, le Burkina vit au rythme d'une pré-campagne avec la sortie sur le terrain des partis pour rencontrer leurs militants. Ainsi, les Cascades ont reçu la visite d'une délégation de l'Union pour le progrès et le changement UPC, une délégation conduite par son président Zéphirin Diabré. Reportage Draman Kabore à Banfora. Après les changements politiques intervenus au Burkina en fin octobre 2014, au cours desquels l'Union pour le progrès et le changement a joué un rôle déterminant, il était de bon ton que les présidents de l'UPC et les premiers responsables du parti viennent remercier les militants à la base, en particulier ceux des Cascades qui, dès les premières heures de la création du parti à l'effigie du Lion, lui ont porté leur confiance en élisant aux élections couplées de 2012 un député maire à Oueleni, 39 conseillers dans les communes de la Léraba et de la Komoé. Zéphirin Diabré tenait à saluer l'engagement de ces militants des Cascades et surtout leur rappeler les enjeux des futures batailles à venir. Les membres fondateurs de l'UPC se sont réunis pour mettre le parti sur les pieds baptismaux. C'est changer. Dans ce combat-là, il y a eu plusieurs combats. Il y a eu un combat contre la mise en place du Sénat. Nous nous sommes levés avec les autres camarades des autres partis politiques pour empêcher, parce que si on avait réussi à mettre en place le Sénat, ça allait bloquer le changement. Dieu nous a aidés. Ensuite, un deuxième combat est venu contre la révision de l'article 37 de la Constitution. Là encore, c'était un combat pour le changement. On s'est levé, on s'est battu et avec la main de Dieu, on a réussi un an d'avance. Les élections couplées, la présidentielle et les législatives d'octobre prochain, devraient être la consolidation du changement prôné depuis la création de l'UPC en mars 2010. En ligne de mire, la conquête du pouvoir d'État, la détention de la carte d'électeur est le seul moyen pour y parvenir. Dirigeants du comité de base, représentants des sections et sous-sections, responsables de jeunes et de femmes ont tour à tour réaffirmé leur attachement au programme du parti. Ils ont manifesté leur détermination à porter haut le flambeau du parti lors des échéances électorales du 11 octobre 2015. Je demande à toutes les femmes de porter l'information aux autres femmes de leur localité. Je leur demande d'abandonner toutes les activités pendant la distribution des cartes d'électeurs et de sortir pour retirer la leur. Une fois au pouvoir, l'UPC entend se pencher sur les préoccupations des populations des Cascades. Les résultats d'un sondage dénommé Monitoring de la transition politique au Burkina ont été publiés aujourd'hui, réalisé par le journal Bendré. En collaboration avec un chercheur en sciences politiques, il a permis entre autres de recueillir la perception des citoyens par rapport à la conduite de la transition ou encore les intentions de vote pour les probables candidats à la présidentielle d'octobre. Les précisions signées Adama Koulibaly. La perception des citoyens de la conduite de la transition à la lumière de ce sondage, Monitoring de la transition politique au Burkina Faso. La cote de popularité des trois figures, à savoir le président de la transition, le premier ministre et le président du Conseil national de la transition, est en baisse selon les résultats. Les trois figures donc, de la transition ont vu leur cote de popularité baisser. Et notamment donc, celle du premier ministre qui a perdu 11 points par rapport effectivement à sa prise de fonction. Il ressort également de ce sondage que l'avenir de certaines personnalités politiques semble hypothéqué. Certaines personnalités de l'ancienne majorité donc, présidentielle dessus, l'opposition est assez forte. Notamment par exemple le cas de François Compaoré, où on recueille environ 90,3% donc, de refus quant à son rôle futur dans la gestion donc, de ce pays. Et c'est également aussi pareil pour Assimi Kwanda, donc, qui est le secrétaire exécutif effectivement du CDP. Et lorsque nous regardons par ville, l'opposition est très vive dans les villes comme Ouagadougou et Ouaïguya. Quand vous regardez les résultats, vous vous rendez compte effectivement que la majorité des Burkinabés attendent toujours que les choses changent dans ce pays parce qu'ils ont l'impression que véritablement les choses n'ont pas évolué. Et près de 47% des Burkinabés et de ceux que nous avons sondés estiment que le slogan « plus rien
ne sera comme avant n'est pas visible du point de vue pratique. Pour les futures échéances électorales, pour une liste de personnalités qui pourraient se présenter, le sondage donne le trio de tête dans ce classement. 67,4% des répondants sont contre la prise de pouvoir par l'armée et 66% appellent à la dissolution du RSP, le régiment de sécurité présidentielle. En outre, les citoyens souhaitent que le salaire des députés soit de 550 000 francs CFA, le président du Conseil national de la transition 650 000 francs CFA, 875 000 francs pour les ministres, 950 000 francs pour le Premier ministre et 1 50 000 pour le président de la transition. Un premier bilan de la grève de 48 heures observée hier et aujourd'hui a été fait cet après-midi par les syndicats. Selon eux, la grève a été suivie sur l'ensemble du territoire. Les différentes organisations et centrales syndicales espèrent ainsi avoir une suite favorable à leur doléance de la part du gouvernement. Sinon, d'autres actions de protestation seront organisées. Revenons d'abord sur le constat de grève à l'hôpital Yalgado Ouedraogo ce matin. Abdoul Rasmane Zongo. Comment le centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo a fait face à la grève des 17 et 18 février des syndicats? Nous avons posé la question aux premiers responsables. La grève quand même est suivie par une partie du personnel parce que c'est quand même l'ensemble des syndicats. Nous avons 3 sections syndicales ici et donc les militants de ces 3 syndicats sont en grève. Bon, mais il y a aussi des travailleurs qui sont venus au travail. Bon, d'une manière générale, quand on regarde la marche générale des services, on peut dire que le service minimum est assuré, que le seuil d'activité dépasse quand même celui du service minimum. Bon, par moment, il y a des services, on peut parler de fonctionnement habituel. Maintenant, vous savez, nous sommes dans le domaine de la santé. Quand on rentre dans les profondeurs, dans les détails, depuis hier, quand même, on a quand même connu quelques difficultés. Bon, vous savez, notamment au niveau des blocs opératoires, vous savez qu'à ce niveau, c'est des équipes. Il suffit simplement qu'un élément manque, par exemple l'anesthésiste qui n'est pas disponible. Et puis voilà, vous ne pouvez rien faire. L'hôpital a bel et bien fonctionné, même si le service n'était pas maximal. Certains compartiments et bureaux sont restés fermés. D'autres ont fonctionné avec un minimum de personnel et d'affluence. Si globalement le service minimum a été observé à l'hôpital Yalgado Ouedraogo, au niveau de l'éducation, par exemple au lycée Philippe Zenda Kaboré, le mot d'ordre de la grève a été totalement respecté. En témoigne l'absence des élèves et des enseignants, mais également la fermeture de la direction et des salles de classe. Par ailleurs, cet après-midi du mercredi 18 février, les syndicats initiateurs du mouvement ont fait un bilan non exhaustif de la grève. Nous avons vu dans toutes les provinces et les 13 régions, la grève a été bien suivie. Maintenant, nous disons que nous attendons ce que le gouvernement va dire. Et la poursuite, justement, nous avons dit que s'il n'y a rien d'ici quelques jours, nous allons nous réunir avec la CCVC et nous allons prendre une décision. Et cette décision, c'est quoi? C'est faire une marche de protestation pour dire au gouvernement de se pencher sur notre plateforme revendicative. Pour les organisations et centrales syndicales, la tenue de la grève a été un succès d'une manière générale et la balle est maintenant dans le camp du gouvernement. Les clients de la caisse d'épargne Nabonswende de Tanguy à Ouagadougou sont dans le désarroi. Depuis décembre dernier, cette caisse d'épargne a mis la clé sous le paillasson sans donner une seule explication à ses clients. Du coup, ils ont organisé un sitting pour exprimer leur mécontentement, sitting qui intervient après moult démarches. Reportage Bouma Ernest Nebier, Jacques Lamissa Tarpaga. C'est la fermeture de cette caisse qui est à l'origine de ce sitting au quartier Tanguy de Ouagadougou. Une fermeture intervenue depuis le mois de décembre 2014 dans la clandestinité, selon ses clients. La caisse a vachement fermé, nous ne sommes pas où sont les responsables, nous ne sommes pas informés à temps de la fermeture de la caisse. Et nous qui avions épargné, justement tu pars pour chercher ton argent, tu vois que la caisse est fermée. Les manifestants disent ne pas comprendre ce divorce brutal, eux qui n'ont plus accès à leur argent pour mener leurs activités.
Je ne peux pas comprendre que dans un pays, une caisse qui est contrôlée par l'État peut se fermer sans déclaration de faillite, encore moins informer même aux membres que la caisse a un problème. Je suis dans la caisse depuis 2003. Je suis commerçante. Depuis fin octobre, je ne peux plus aller au marché. Je suis à la maison calée. Je ne peux plus sortir même dehors. Parce que mes enfants sont là. Il n'y a même pas à manger. Si un enfant est malade, même, je n'ai rien, même 5 francs, je n'ai rien pour soigner mes enfants. Donc je suis dans les difficultés comme ça. Selon eux, ce sit-in fait suite à une série de démarches entreprises auprès de la justice et du Trésor public pour comprendre les raisons d'un tel fait et solliciter auprès d'eux de l'aide. Ces démarches sont restées vaines. Les clients de la caisse de microfinance ne savent plus à quel saint se vouer. Ils demandent aux chefs de l'État et aux personnes de bonne volonté de leur apporter de l'aide. Lucien Karama a pris fonction hier comme nouveau directeur général de la Loterie nationale burkinabé. Il remplace à ce poste Amélie Tamboura. Le nouveau directeur général de la LONABé a promis de donner le meilleur de lui-même pour réussir avec l'ensemble du personnel la mission qui lui a été confiée. Reportage Abdelaziz Yagibou. Après un parcours qui aura duré 3 ans et demi, la directrice générale sortante de la Loterie nationale burkinabé, Amélie Tamboura, passe le relais à Lucien Karama. Nommé par le Conseil des ministres du 14 janvier dernier, c'est cet inspecteur du Trésor qui doit poursuivre la course vers une LONABé qui participe davantage au développement socio-économique du pays. Mission que Lucien Karama entend réussir avec la détermination et le concours de tous ses collaborateurs. Je pense que la directrice sortante a battu un travail monstre qu'il faudra que nous consolidions et peut-être apporter notre touche aussi. Mais on ne peut pas le faire sans l'aide du personnel. Le personnel, c'est la matière première. Donc, il nous faut nous unir, former un bloc et puis relever les défis. Le nouveau directeur général de la LONABé succède ainsi à une compétence qui aura travaillé à mieux recentrer la LONABé sur sa mission première, celle consistant à mobiliser des recettes au profit du budget de l'État. Sous la direction d'Amélie Tamboura, le chiffre d'affaires de cette société d'État est allé crescendo. Grâce à notre mobilisation et malgré les conditions difficiles, le chiffre d'affaires, comme le disait tantôt le secrétaire général, est passé de 43 milliards environ en 2010 à 83 milliards estimés en 2014, soit une augmentation annuelle sur les 4 ans de 18% en valeur relative et de 10 milliards chaque année en valeur absolue. La structure financière saine de la société a permis d'accroître sensiblement les interventions en faveur des secteurs sociaux jugés vitaux pour notre pays. Je parle la conscience tranquille, avec le sentiment du devoir accompli. Le meilleur est à venir pour la LONABé, vœu de la directrice générale sortante. Amélie Tamboura, dont le souhait est que le slogan de la LONABé, les lots aux zéro gagnants, les bénéfices à la nation entière, retentissent plus fort et plus loin. La réflexion se poursuit sur la qualité de l'éducation au Burkina. Une énième rencontre se tient à l'initiative du ministère des Enseignements secondaires et supérieurs et donne l'occasion aux acteurs de l'éducation de se pencher sur les résultats d'une étude menée sur les pratiques enseignantes dans les écoles primaires du Burkina. Bouma Ernest Nebié et Evelyne Dabiré. Observation des pratiques enseignantes en relation avec les apprentissages est un projet qui se donne pour leitmotiv l'amélioration de la qualité de l'éducation au Burkina. Pour atteindre cet objectif, le projet a mené une étude pour s'enquérir des réalités de ces pratiques enseignantes dans plusieurs écoles primaires. Au cours de cet atelier, il sera question de la restitution des résultats de cette étude qui a duré près d'1 année. Nous allons passer donc en revue les premiers résultats. Nous avons fait une observation dans 45 écoles et le CP2 et le CM2. Nous avons observé ce que font les enseignants. Notre intention, c'est de regarder ce que font les enseignants qui permettent aux élèves d'apprendre. Donc, nous allons identifier les meilleures pratiques qui vont nous permettre de former les enseignants. Et ces enseignants, nous pensons qu'ils pourront faire de meilleurs résultats. Donc, c'est la qualité
du système éducatif que nous recherchons à travers Opéra. Des experts du domaine de l'éducation venus des pays voisins et d'Europe pourront apprécier ces résultats et faire des suggestions. Soutenu dans ses activités par le Partenariat mondial pour l'éducation et l'Agence universitaire de la francophonie, le projet Opéra, selon le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs, Filiga Michel Savadogo, est d'un apport déterminant dans la recherche de la qualité du système éducatif au Burkina Faso. Un atelier de 3 jours est consacré à l'autonomisation des femmes, organisé par Oxfam Québec. Il regroupe des participants venus du Bénin, du Canada, du Mali, du Sénégal, du Pérou et du Burkina, bien entendu. Les discussions devraient aboutir à des solutions appropriées pour réduire les violences faites aux femmes dans le monde. Touaboum, Evelyne Dabiré. Les statistiques d'Oxfam Québec sont parlantes. Plus de 60 millions de filles de moins de 18 ans ont été mariées de force en 2012 dans le monde et 140 millions de femmes et de filles ont été mutilation génitale, avec un dénominateur commun à ces victimes, la dépendance financière. Le fait déjà d'être dépendante et de demander à quelqu'un d'autre sa pitance journalière, je pense que c'est une violence. Si nous savons aussi que les femmes, sur le plan économique, ont beaucoup de problèmes. Prenons l'exemple sur l'accès au crédit dans les banques où on demande d'amener des garanties. Quelle garantie la femme peut avoir? Le fait de ne pas accéder aux ressources économiques est une violence. Et pour rompre avec ce cycle, cet atelier se tient afin d'analyser l'interaction qui existe entre la problématique des violences faites aux femmes et aux filles et l'autonomisation économique des femmes. Un atelier qui va se fonder sur les échanges d'expériences entre pays afin de trouver des solutions nouvelles et appropriées à la lutte contre les violences faites aux femmes. Nous organisons un atelier d'apprentissage sur la question, les relations qu'il y a entre les violences faites aux femmes et aux filles et l'autonomisation économique des femmes. Parce qu'on sait que les deux thématiques, en fait, sont interreliées. Alors, c'est ce qu'on veut développer ensemble, leur partir de nos bonnes pratiques et retenir les meilleures stratégies d'intervention pour améliorer nos pratiques futures. La quarantaine de personnes d'Oxfam et de partenaires venus d'Afrique, d'Amérique du Nord et du Sud aura 72 heures pour trouver de nouvelles stratégies afin d'instaurer de façon globale la justice entre hommes et femmes. Un observatoire national des faits religieux, ONAFAR, vient de voir le jour. Cette tribune de concertation entre les confessions religieuses a pour mission de veiller sur les contenus médiatiques à caractère religieux, de suivre les pratiques culturelles et de promouvoir la tolérance et le dialogue interreligieux. Reportage Draman Guédé. Musulmans, catholiques et protestants ont désormais un cadre de concertation et de dialogue. Au sein de l'Observatoire national des faits religieux ONAFAR, toutes ces confessions religieuses du Burkina Faso se lancent en rang serré dans la bataille contre l'intolérance religieuse. L'ONAFAR a comme défi justement de faire de la prévention d'abord, et au cas échéant à faire de la médiation. Le simple fait même de causer avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, ça amoindrit les risques de friction et de bagarre. Et les Arabes ont une coutume qui dit que l'homme est ennemi de ce qu'il ignore. Donc mieux on se connaîtra, plus facilement on vivra ensemble. Donc toute concertation est bonne à prendre. Cet atelier de 2 jours est mis à profit par le ministère en charge de l'administration territoriale pour présenter les missions et les attributions de l'ONAFAR aux communautés religieuses. C'est des avis que l'ONAFAR a émis en vue de permettre le dialogue interreligieux, qu'il y ait une culture de paix, de tolérance dans notre pays, de façon à éviter que certains faits à connotation religieuse ne donnent lieu à des situations conflictuelles. L'Observatoire national des faits religieux est une juridiction des pairs portée sur les fonds baptismaux en janvier dernier. Il est dirigé par un bureau de 10 membres, dont 4 musulmans, 2 catholiques, 2 protestants, un représentant du ministère en charge de l'administration territoriale et un représentant du Conseil supérieur de la communication. Son bureau a un mandat d'1 an et sa présidence est tournante entre musulmans, catholiques et protestants.
Religion toujours, les fidèles catholiques entrent aujourd'hui en carême pour 40 jours, une période de pénitence à travers l'aumône, la prière et le jeûne. C'est une période de conversion qui commence ce jour, mercredi des cendres. Les fidèles catholiques de la paroisse cathédrale de Ouagadougou ont pris les cendres très tôt ce matin. Marguerite Douagneau. Un geste d'humilité devant Dieu et qui appelle à la conversion des cœurs. C'est tout le sens de la cendre que les fidèles catholiques de la paroisse cathédrale de Ouagadougou reçoivent très tôt ce matin à la chapelle d'adoration de Bethléem. Le mercredi des cendres marque le début du temps de carême pour les catholiques, une période très importante dans la religion chrétienne. C'est le temps le plus important pour se convertir, pour marcher avec Jésus, à la suite de Jésus, et s'approcher davantage de Dieu. Les fidèles catholiques vont pendant 40 jours entretenir un cœur à cœur avec Dieu à travers aumônes, prières et jeûnes. Des prescriptions qui, au-delà des privations et des épreuves, sont un appel à tourner son regard vers Dieu. Recevoir la cendre veut dire que je reconnais que je suis pécheur et je m'humilie devant le Seigneur. Voilà. Alors, et c'est un signe d'humilité. Je m'humilie devant le Seigneur en prenant les cendres. Et comme je reconnais que je suis pécheur, eh bien, je vais travailler durant le temps de carême à me convertir. C'est-à-dire à m'éloigner davantage du péché, à combattre mes mauvais penchants, mes mauvaises habitudes, pour plaire davantage au Seigneur. Changer, c'est ce qui est demandé aux chrétiens durant le temps de carême. Un changement dans les habitudes et dans la manière de vivre pour être plus proche de son prochain et de Dieu, et chaque fidèle entame ce temps de pénitence avec des convictions et des résolutions profondes. C'est le temps de la purification. Donc il y a des prescriptions dans ce carême chrétien, mais il y a aussi ce qu'on appelle la liberté. On peut pas, c'est pas une restriction avec des lois rigoureuses. Il y a quelques prescriptions seulement qui sont faites le mercredi des cendres et le premier vendredi saint. Donc, pour les chrétiens, ce n'est pas seulement appliquer la loi, mais c'est vivre soi-même, en son fort intérieur, ce que nous dicte la vie avec Dieu. J'ai pris la ferme résolution d'aider mon prochain, de pardonner ceux qui m'ont offensé le plus en cette année, l'année 2014 surtout, et cette année qui débute. La cendre que l'on reçoit ce jour vient des rameaux, de la fête des rameaux de l'année dernière qui ont été brûlés. La cendre rappelle aux chrétiens qu'il est poussière. Son imposition est donc indispensable pour le fidèle catholique dans sa quête d'une conversion durant le temps de carême. La grève contre la vie chère fait la une de tous vos quotidiens de ce mercredi 18 février. Autre sujet partagé par vos journaux, c'est la lutte contre Boko Haram. Suivons la revue de presse signée Jacques Lamissa Tarpaga. Les syndicats burkinabés sont en grève. Les quotidiens en font un large écho dans leur parution du jour. Baisse du prix des hydrocarbures, début de 48 heures de grève de sommation, nous dit aujourd'hui au Faso. Le journal s'est rendu au quartier général des syndicats à l'éducation ouvrière, où il nous fait remarquer qu'après le sit-in au ministère de l'Industrie, le ton est monté d'un cran. Les syndicats réclament une baisse du prix de l'essence de 150 francs et s'il y a un déficit à la Sonabi, cela n'est pas la faute du consommateur, propos repris par le quotidien. Et justement, le quotidien rapporte l'ambiance de la grève dans les différents services. Paralysé au lycée Nelson Mandela, ambiance morose au ministère de l'économie et des finances, ou encore service minimum à l'hôpital Yalgado Ouedraogo, peut-on lire dans les colonnes du journal. Le quotidien d'État citoyen enfile les mêmes souliers pour nous rendre compte du suivi de la grève à Ouagadougou. Le journal de tous les Burkinabés constate une paralysie dans des lycées et un service minimum à Yalgado. Du même coup, Citoyen nous informe que les médias publics ont fonctionné. Un tour dans les rédactions permet à notre confrère de l'affirmer. Pour terminer sur ce sujet, le pays, lui, s'intéresse à ces propos du secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs. Nous ne demandons pas l'impossible au gouvernement. Bassolma Bazier fait la démonstration qu'une diminution du prix du carburant de 150 francs est possible. L'observateur Palga, lui, a choisi de nous transporter dans les sillages fort sinueux du groupe Boko Haram.
Le journal, dans sa réflexion, met en parallèle les 50 milliards de francs CFA promis à Idriss Déby du Tchad et Paul Biya du Cameroun pour éradiquer Boko Haram et la marche des Nigériens pour soutenir leur armée engagée dans la lutte contre Boko Haram. Seul bémol, relève notre confrère, des manœuvres politiciennes ne sont jamais loin de telles réactions généralisées, surtout lorsque les manifs prennent des allures de campagne électorale, comme ce fut le cas à Niamey. Il conclut en nous apprenant que pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens bien. Le centre de la réflexion de Aujourd'hui au Faso se fixe également sur Boko Haram. Le quotidien se demande si la mobilisation, notamment des fonds et la marche au Niger, inquiète la secte sanguinaire. Les Nigériens auront donc compris que face aux flammes dévorantes qui embrasent la brousse, les lions et les gazelles oublient leur nature originelle pour se fondre dans un moule commun, la défense de la survie. Et au Niger, il s'agit de l'intégrité du territoire et de la liberté de vivre sans violence, comme pour rappeler que l'union fait la force en référence aux heurts entre musulmans et chrétiens récemment au Niger. Pour finir, revenons au quotidien d'État avec ce fait divers. C'est l'histoire de Bourema Sankara qui se fait fusiller à mort en voulant tester son WAC, son talisman contre les balles des armes à feu, écrit Sidoya. Dans un registre familier mais sur un ton sérieux, le journal nous décrit l'action. Bourema Sankara s'est rendu à Soa dans le Boulkemde pour bouffer du WAC anti-fusil auprès de son homonyme Bourema Ouedraogo, traduit praticien. Après s'être imbibé de ce WAC, place au test. Le coup tiré ne lui laisse aucune chance. Certainement que le fusil était lui aussi imbibé d'un WAC anti-WAC. Voilà, c'est la fin du journal. Merci de votre aimable attention. Excellente soirée à toutes et à tous.